s'il risquait dans les faits réellement 20 ans de prison, croyez-moi, il n'y aurait pas eu le monde charge. On est 11 jours après le casse du musée du Louvre. L'enquête s'accélère. On a appris il y a quelques minutes qu'il y avait 5 nouvelles interpellations. Elles ont eu lieu pour certaines hier dans la soirée, 3 du côté du 16e arrondissement parisien. Il y a, paraît-il, l'un des principaux suspects. Alors, on n'en sait pas plus pour le moment. On sait qu'il y a un membre du commando, donc des cambrioleurs. Est-ce qu'il y a aussi le cerveau dans l'affaire? Ça, on ne sait pas. On n'a toujours pas retrouvé les bijoux non plus. Ça, c'est quand même le plus important. Dans tous les cas, hier, au moment où 2 des cambrioleurs ont été déférés devant le juge d'instruction, voilà le profil qui a été donné par la procureure. Le premier, âgé de 34 ans et de nationalité algérienne. Il vit en France depuis 2010. Plus précisément à Aubervilliers. Il était sans activité au jour de son interpellation, déjà connu des services de police et de justice pour des faits relevant essentiellement de la délinquance routière. Il a également été condamné pour un fait de vol. Le deuxième suspect est âgé de 39 ans. Il réside à Aubervilliers, où il est né. Il déclare exercer clandestinement l'activité de chauffeur de taxi. Il est déjà connu pour des faits de vol aggravés, perpétré en 2008 et 2014. Et il est par ailleurs sous contrôle judiciaire dans une autre affaire de vol aggravé. Alors là, quand on nous les présente tels quels, en attendant de savoir les nouveaux profils, c'est vrai que les bras nous en tombent un peu. On en a un qui c'est un chômeur connu pour des faits de délinquance routière. Et l'autre, c'est un chauffeur de taxi clandestin, apparemment, connu pour des vols. Donc on n'a pas affaire à des Arsène Lupin, à des gars de haut vol. Est-ce que ça veut dire que le Louvre a été humilié par des amateurs? Alors, on attend d'avoir le reste du détail et le reste des informations sur les commandos, mais enfin, quand même, les bras nous en tombent un peu, quoi. Enfin, je sais pas, Charles Consigny. Non, moi, je suis pas du tout surpris. Je pense qu'il fallait simplement des gens suffisamment téméraires pour se lancer dans cette aventure et pas spécialement... des gens très aguerris. La preuve, c'est qu'ils ont quand même fait ça à la hussarde, en pleine journée, et qu'ils ont été assez facilement retrouvés. Donc, c'est pas Ocean's 11, c'est... Ocean's 11, ils n'ont jamais été retrouvés. Eux, ils ont été retrouvés. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'on a quand même... En revanche, ça ouvre la question ils sont des amateurs. Du fait que c'est peut-être commandité par un tout petit peu plus capé qu'eux. Mais moi, je pense que c'est un peu des pieds nickelés. Alors, on nous dit les chauffeurs de taxi, les chômeurs, c'est des gens qui, en fait, vivent de délinquance et de criminalité. Oui, ils sont tous connus pour des faits de délinquance. Ils sont à temps plein dans ce type d'activité. Mais je pense que on a pris des profils comme ça, on trouve des profils comme ça parce qu'il fallait des profils suffisamment inconscients, si vous voulez, pour aller se lancer dans un truc aussi abracadabrantesque. Emmanuel. Moi, je crois que les professionnels amateurs, tout ça, c'est un mythe. Arsène Lupin, c'est romanesque. On n'est plus au 19e siècle avec les grands kleptomanes. Non, par définition, c'est pas sérieux de se lancer dans une telle aventure. Néanmoins, ils ont été performants. Donc, ce sont effectivement des amateurs par nature, car il n'existe pas de professionnels. Il n'y a pas dans l'histoire contemporaine ou pratiquement jamais de grands délinquants qui arrivent à vivre d'un forfait financier majeur. Ils sont toujours repris. Les butins sont souvent retrouvés, au moins partiellement. Donc ce sont quand même des grands professionnels dans leur amateurisme. Mais il y a aussi dans la genèse de ce drame l'impunité judiciaire. Car si véritablement les peines encourues étaient très graves, s'ils avaient été en prison, quoi, et durement appliquées, parce qu'ils sont des récidivistes apparemment. Voilà, s'ils risquaient dans les faits réellement 20 ans de prison, croyez-moi, il n'y aurait pas eu le monde charge. Chirine. Oui, non, écoutez, bon, moi je trouve ça un peu... je suis toujours un peu attendrie, hein, je pense que c'est mon métier par les bandits, parce que je les défends, mais vous voyez, là, ce que je trouve assez amusant, c'est qu'en lisant, je voyais un internaute qui avait dit, mais attendez... En fait, c'était écrit, cette scène, c'était Fantomette. Vous savez, l'héroïne masquée dans le roman. Donc, on voit que la scène qui a été décrite, donc c'est-à-dire avec cette échelle, avec la nacelle, il faut monter au premier étage, casser la fenêtre, etc. Bah, c'était dans la littérature, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'était des gentlemen cambrioleurs lettrés qui sont allés chercher leur inspiration dans la littérature. Ouais. Non, mais écoutez, franchement, très sérieusement, oui, que ce soit des gens qui soient dans la pauvreté,
et qu'il n'y ait pas de moyens, qui volent. Bon, bah voilà, rien de nouveau, hein, j'ai envie de dire. Mais alors là, ce qui est C'est pas du vol par nécessité quand même. Là, tu es en train de nous les présenter comme je crois que si, quand on cambriole, je crois que si on cambriole, compte tenu ce que vous disiez, hein, du risque quand même qu'on prend, c'est qu'effectivement. On peut travailler aussi, hein, chérie. Non, mais évidemment, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut voler. Simplement, je dis quand même, et là, je m'étonne quand même un peu de votre position, cher monsieur. On n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer, mais donc là, vous m'expliquez qu'il faudrait que les voleurs aillent en prison. Hein, c'est ça, ceux qui volent. Là, en l'occurrence, ils étaient tous connus pour des faits de délinquance. Les bijoux de la couronne, mais c'est intéressant parce que je crois que justement. Tu ne le penses pas? Non, mais moi, non, moi, je crois que, mais je crois que la prison, mais prison. Justement, non, mais je dis pas ça. Je dis juste que franchement, entre nous, on va y venir tout à l'heure sur le caractère de la détention, hein, et comment est-ce que certains de nos détenus en ce moment vivent extrêmement mal leurs conditions de détention pour avoir précisément volé les bijoux de la couronne. Parce que, pardon, mais moi, j'ai aussi lu des choses très intéressantes sur le fait que c'était les joyaux de la couronne. C'est pas du tout les joyaux de la couronne. Si je vais plus loin, en fait, au fond, c'est le trésor public. Ça nous appartient, c'est un bien qui appartient à la collectivité. Donc, je suis d'accord avec vous, on ne vole pas l'État. Voilà, je suis bien d'accord avec vous. Qu'on soit gentleman cambrioleur sans domicile fixe, vivant à Aubervilliers ou au plus haut sommet de l'État, on ne vole pas les biens de l'État qui appartiennent à la nation. Je suis bien d'accord. Vous venez d'expliquer, les auditeurs l'ont entendu, que ces personnes ont volé parce qu'elles étaient dans le dénuement. Alors, déjà, moi, c'est faux. C'est un vol de scandaleux. Et on ne peut pas dire que ces gens étaient pauvres et qu'ils avaient le droit de voler. Alors, je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est que déjà, ils sont entendus au stade de la garde à vue. Donc déjà, il semblerait qu'il faille quand même que les uns et les autres... ont reconnu partiellement les faits. Oui, non, mais d'accord, mais bon, je veux dire, voilà, moi, vous savez, je suis opposée déjà à ce qu'on communique, parce que ça, c'est une procédure qui est relativement nouvelle. Le fait que le procureur de la République, en l'occurrence, que la procureure de la République donne des informations pour qu'effectivement l'opinion publique puisse suivre cette affaire avec laquelle il y a eu un grand retentissement. Auparavant, le ministère public ne communiquait pas, parce qu'en fait, on attendait que l'enquête se poursuive et que les gens soient traduits devant des juridictions. On a entendu pendant des semaines et des semaines, tout le monde s'est penché sur le fait qu'il y a la présomption d'innocence, qu'il faut attendre que la justice fasse son travail, etc. Et là, on est déjà en train d'expliquer à tout le monde, regardez, ils ont reconnu les faits et il faut qu'ils prennent 20 ans de prison. J'appelle les uns et les autres à attendre le dénouement et puis ils nous expliqueront, sans doute dans le cadre de la procédure, pourquoi ils sont allés voler, non pas les bijoux de la couronne, mais les biens de l'État. Charles. On ne les présente pas comme coupables, ils sont présentés comme suspects. Et somme toute, là, ce n'est pas le sujet d'attendre... Je veux dire, on peut traiter ce sujet sans attendre le temps extravagant des procédures pénales en France. Sinon, dans ce cas-là, on ne parle plus de rien, si on réfléchit comme ça. On peut parler effectivement de l'automne, des beaux arbres qu'on voit dans Paris. Ça, c'est effectivement immédiatement accessible, mais il faut être un peu non, mais ce qui nous interpelle quand même, c'est dans la tête de ces malfrats, c'est de penser qu'ils vont y arriver à braquer le musée du Louvre. En plus, ils y sont arrivés. Oui, mais c'est au moment où ils mettent ça en place, ils disent de toute façon, on va le faire, on va monter sur le Louvre. C'est deux types d'Aubervilliers, tu vois, qui sont un pour un comme connus pour des vols avec effraction, l'autre pareil, mais qui se disent on va tenter le coup du siècle, on va tenter le casse du siècle. Pourquoi pas Non, pas pourquoi pas. Écoutez, ils ont eu les ambitions. On va tenter le Louvre et ils se disent on va prendre une nacelle. En plus, tout le paradoxe, c'est dans le Val d'Oise, dans une commune qui s'appelle Louvre. En plus, c'est là qu'ils ont braqué la nacelle. Et on va l'installer un dimanche matin et on va y arriver, on va monter, on a les disques et on va le faire. Moi, c'est ça. Si tu veux, on n'a pas ça que je te dis que c'est quand même des habitués. Commando, tu vois, façon Ocean Eleven. Oui, mais c'est quand même des habitués. Mais l'explication, Alain, je la répète, et tous les gens qui nous écoutent, fort malheureusement, sont d'accord, c'est parce qu'ils sont conscients, dans leur intelligence, même si c'est un acte fou, que les risques encourus d'emprisonnement réel sont faibles. Voilà l'explication. Sinon, ça dissuade de tenter un coup pareil. Évidemment. Ouais. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Moi, je crois pas que ces gens. Alors, je les connais pas. Comment font les pays alors dans lesquels il n'y a pas de délinquance, quasiment pas de délinquance et de criminalité? C'est des dictatures en général. Je connais pas ces pays. Oui, mais alors après, en Iran, c'est vrai. Moi, je connais bien ce pays-là. Il n'y a pas beaucoup de délinquance. Il y a la peine de mort. Par exemple, à Singapour. Ouais. Oui, mais moi j'ai été arrêtée plusieurs fois à Singapour précisément parce que je défendais des dissidents politiques. Voilà, j'ai été interrogée pendant des heures et des heures par des services de renseignement. Ils ont des services de renseignement qui fliquent toute la population. C'est aussi la dissuasion.
Ouais. C'est la dissuasion, je suis désolé. Donc on a un État trop mais faible, non, mais une il faut justice arrêter. trop faible Moi, je trouve aujourd'hui. il faut être pragmatique. Il y a un Mais- moment donné, Donc Charles, vous la êtes dissuasion... pour la prison Non, c'est pas ça, comme c'est que ça, je dis que forcenée, paf, 20 ans, 25, la 30. dissuasion, je pense par exemple que effectivement, dans ces pays qui sont par ailleurs pas des exemples, puisque effectivement, des ce ne sont dictatures. pas des démocraties, etc. Mais par exemple, quand vous commettez un crime ou un délit dans un de ces pays-là, par exemple à Singapour, vous êtes expulsé séance tenante du pays et vous avez l'interdiction d'y revenir pendant 10, 15 ans, 20 ans ou même à vie selon la gravité de ce que vous avez fait. Je suis désolé, je trouve ça efficace et je ne vois pas ce qui nous empêcherait de mettre en place un système similaire en France. Ça existe d'ailleurs dans le droit. Il y a des interdictions de revenir sur le territoire français, sauf que c'est assez rarement non seulement ordonné par les juges, mais encore plus rarement appliqué par notre police, etc. Donc, moi, je pense qu'on doit effectivement... Je pense que la question se pose de revoir l'échelle des peines et de peut-être changer de braquet, mais ça, c'est une réflexion qui est ouverte. Aujourd'hui, notre système, c'est un système progressif, où en gros, quand vous commettez le premier, le deuxième larcin ou autre, vous commencez par une sanction pénale light et c'est seulement si vous récidivez, si vous recommencez, qu'au bout d'un moment, le coup près du pénal vous tombe sur la gueule. En théorie, c'est un bon système. En pratique, on voit qu'on a une explosion de la délinquance et de la criminalité en France. Donc, je me demande si pour certains faits, il ne faudrait pas revoir effectivement ce système. C'est Jean-Luc qui veut témoigner dans les GG, dans les grandes gueules, qui veut intervenir. Il est du Puy-de-Dôme. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour les GG. Bonjour. Le Louvre humilié par des amateurs. Alors Jean-Luc, qu'est-ce que vous en dites? Enfin, non seulement c'est des amateurs, mais bon, bref, encore ça, c'est pas très grave. Ce que je voulais apporter comme témoignage, c'est, vous savez, le ministère de la Culture, le budget, c'est 0,0,1% du budget national. C'est la misère sociale dans ces musées. On a des agents qui sont payés à coups de lance-pierre. On a des fonctionnaires qui ne sont pas remplacés, 1 sur 3, 1 sur 4. On a des agents qui vivent dans la précarité. On prend des boîtes privées pensant que c'est la panacée parce que les gens sont payés à 800 €. Ils ont des vacations, ils ont sur leur emploi du temps 40 heures, 50 heures de disponibilité avec à la carte, c'est-à-dire que le planificateur intervient le soir pour le lendemain. Et donc c'est la misère sociale dans ces milieux de la sécurité. Donc il est bien entendu qu'on rentre dans des musées comme on rentrerait dans n'importe où. On n'a pas les budgets en face, on paye les gens à coups de lance-pierre. C'est de la misère sociale comme les femmes de ménage, voilà. Donc commençons par le commencement, commençons à rémunérer les gens correctement pour leur travail. Et là, remettons des fonctionnaires là où on doit en remettre. Vous savez, notre président disait les premiers de cordée. Moi, ça fait 25 ans qu'il est dans la sécurité. 25 ans que les premiers de cordée, vous savez... Mais vous êtes surveillant dans la sécurité au ministère de la Culture, mais où est-ce que vous travaillez? Vous travaillez à quel endroit? Moi, je travaille à Clermont-Ferrand. D'accord. Voilà, je travaille j'ai à peu près 1000 personnes qui gravitent autour de moi, donc je travaille au quotidien dans un musée. Sécurité. Voilà, donc si vous voulez, ce qui se passe, c'est que... Et alors, c'est obsolète, les surveillances des musées? Mais bien sûr, mais partout, même dans les écoles, partout, on lutte. Il y a une délinquance énorme à Clermont-Ferrand. Il suffit de regarder l'actualité. On est venu à Clermont-Ferrand. Il y a des coups de feu tous les soirs dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Il y a des règlements de compte. Il y a des gens qui perdent la vie au quotidien. Mais partout dans les écoles, même dans les écoles privées maintenant, elles commencent à s'équiper de portails automatiques, de lecteurs de badges et tout ça. Mais la vidéosurveillance, mais si vous allez partout, la vidéosurveillance, vous avez des vidéosurveillances, c'est obsolète. Et ben justement, Jean-Luc, c'est exactement ce que dit Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Et je vous remercie d'avoir été avec nous parce que vous nous emmenez pile sur la deuxième partie de notre discussion. C'est-à-dire que Laurent Nunez a dit que le système de caméras de surveillance du Louvre, aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit lui-même, il était dans une situation problématique, justement, et qu'il n'était pas conforme. Le PC sécurité du Louvre, c'est un KGB, c'est ce qu'a dit la sénatrice Evren. On va en parler justement aujourd'hui. Et il y a la note de renseignement qui dit le patrimoine français et les musées français ne sont pas en sécurité.